Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de Slash Update après une courte pause de vacances. Salut Kevin, Salut Alex, ça va? ça va super, merci et toi? Ça Yes. va, ça va. Alors, plein de choses à dire, hein. En fait, c'est quoi? On s'est arrêté 2 semaines. On s'est arrêté 2 semaines, il s'est passé tellement de choses. On dirait qu'il y a une news Deux tous les jours. semaines. Moi, ça me rend fou. Je comprends plus trop ce qui se passe, tellement ça va vite. Et justement, c'est l'occasion d'en parler. Alors, le gros événement de, de cette courte pause, parce qu'il y a eu plein de choses. Le truc, c'est quoi? Il y a eu trop de choses. On va Il faire y a eu un trop de récap. choses. Ouais. Chronologiquement, il s'était passé quoi? Fable était sorti, puis avait été bloqué. Fable était bloqué. GPT-5.6 Sol était sorti, il avait été bloqué en quelques et heures, lui. s- ouais. Et ensuite, Fable avait été Ensuite autorisé. réouvert. C'est C'est ça. ça. Ensuite réouvert. Mais ils avaient donné, je crois, une limite. Ils avaient dit, ouais, on autorise l'utilisation jusqu'à tel jour. C'est ça. Alors Donc, là, il y a eu pas mal de rebondissements ouais, sur Anthropic et même OpenAI maintenant. C'est parce que je crois que c'est hier en plus que c'est arrivé ça. Même OpenAI, ça y est maintenant, c'est à des partenaires sélectionnés. Voilà. Donc c'est ouvert, mais la pleine puissance, c'est juste chez quelques personnes. d'accord, ok. Ah ouais, c'est vrai qu'ils ont un C'est mécanisme de bride, il me semble. Si tu poses des questions c'est un peu ça, trop forensiques, ils s'arrêtent. Ils, ils bottent en touche. c'est ça. Ouais. Maintenant, il y a des garde-fous, on va dire, pour éviter de répondre des choses trop fortes. Et en plus, sur cette pause-là, on a eu Kimi qui nous sortait un K3 fou furieux, Je vais mettre les stats. qui est venu titiller un peu tout ce marché aussi. Donc Franchement, ouais, c'est un truc de il y a, fou. il y a eu vraiment des trucs intéressants sur cette pause. La Chine a montré qui elle était. Les États-Unis ont montré qu'ils avaient peur des autres. Oui, Et la France aussi, il y a eu pas mal de nouveautés qui vont dans le bon sens pour l'IA, hein, si on en parle toujours très peu. Parce que oui, c'est c'est vrai qu'on ça. fait beaucoup moins de bruit. Ils en parlent peu, ouais. Ouais, c'est parce qu'après, je pense aussi, il y a effectivement ce mindset, on avait parlé, mais ici, si tu fails, on te donne pas de chance. Donc les gens, ils sont un peu tatillons. Ils préfèrent vraiment attendre que ce soit prêt avant de communiquer, parce que cette mentalité laisse pas trop place à l'échec, à l'erreur. Donc ouais, je pense qu'ils ont un peu peur de rater les lancements. C'est pour ça qu'ils en parlent un peu moins, je pense, en France. Moi, je pense que c'est pas qu'ils ont peur de rater les lancements, c'est que je pense qu'on est tous conscients que dès l'instant où on annonce quelque chose, il y a comme une vague qui arrive sur ce truc-là et que c'est difficile à endiguer. C'est ce qui s'est passé avec Kimi. Ils ont dû là limiter les abonnements, je crois. Ouais, Je l'ai vu passer il y a 2 jours, 2 ou 3 jours. Ils ont dû limiter les abonnements tellement il y avait de monde qui s'inscrivait, qui s'abonnait, etc. Et c'est assez paradoxal pour une entreprise qui est censée faire de l'argent. Tu vends des abonnements et tu te dis, bon, je vais quand même limiter un peu les abonnements parce que, bon, en fait, nos serveurs, ils n'arrivent pas à juste tous vous accueillir et vous faites trop de requêtes et ça consomme beaucoup, etc. Enfin, c'est assez paradoxal. Donc, je pense que nous, on est plus conservateurs sur ce niveau-là, point de vue français et même européen, du coup. C'est qu'on va éviter de faire des annonces en grande pompe pour endiguer le flux. Parce que mine de rien, Mistral a fait énormément de mises à jour depuis l'annonce de Fab, etc. hein. Ils ont tout remodelé, ça a été tout refait, Mistral. Et là, ouais, on évite d'en parler, etc. Mais par contre, on est toujours, toujours, toujours très, très bien. mm, C'est ce qui est fou. Et on rivalise aujourd'hui avec la Chine. Bon, et maintenant, Kimi a mis une gifle à tout le monde, quoi. ouais, Kimi, il a choqué tout le monde parce qu'en plus, les Américains, ils aimaient beaucoup jouer sur le fait que ouais, leur modèle frontière, ils sont trop puissants. Donc, ils ouvrent au compte-gouttes à qui ils veulent, machin. Ils jouaient beaucoup là-dessus.
Et là, tu as quelqu'un qui arrive qui dit, OK, moi, je suis aussi fort que vous et je mets tout open weight et tout le monde télécharge s'il veut et met sur son data center s'il veut. Et là, du coup, ça choque tout le monde et ça change le paradigme parce qu'ils viennent de montrer que bah, la puissance n'était pas réservée qu'aux Américains et qu'ils aimaient trop se la raconter, alors qu'en vrai, bah, c'était pas si fou que ça. Les modèles restent puissants, hein. Attention, je dis pas, mais surtout, ils jouaient trop sur le ouais, c'est trop fort, on va bloquer, machin. Non, en fait, tu as des gens qui font aussi bien, voire mieux, et juste ils se la racontent pas comme ça, quoi. Donc, c'est aussi c'est un autre storytelling où ils sont en train de montrer à tout le monde qu'on peut faire aussi bien, de mettre tout open source et sans obliger de dire, sans être obligé de dire, ouais, ben, c'est trop fort, on va bloquer, on va limiter, on va interdire certains pays, machin. Et bah, la réaction, elle n'a pas tardé, hein. Ouais, on va mettre la réaction des US. C'est que là, le bureau de Trump, ils sont déjà en train de réfléchir à comment ils peuvent interdire les modèles chinois. Bon, ce qui passe pas trop, hein, effectivement, parce que la population dit, bon, arrêtez de nous prendre pour des cons. C'est un modèle open weight. Faites pas genre, voilà, C'est ça. ils nous écoutent, machin. Non, tu peux juste l'héberger chez toi. Ça ira nulle part, hein. Donc, ils savent pas trop comment ils peuvent, mais ils veulent interdire maintenant. Donc, voilà. Bah, Ça en dit long. moi, je pense que c'est aussi un levier de communication par rapport à l'administration, c'est de montrer que eux, ils sont capables de contrôler aussi un peu ce qui se passe, de montrer que les États-Unis restent un peu ce genre de régulateur mondial. Et je pense qu'ils veulent montrer que bah, malgré tout, c'est eux aussi qui, comme ils ont fait en fait sur les transactions bancaires, enfin sur tout ce qui est commerce en règle générale, au final, c'est eux qui disaient, bah, vous pouvez aller faire du commerce à tel endroit, vous pouvez aller faire du commerce à tel endroit, etc., etc. Et les prix seront ceci, les prix seront cela. Enfin, c'est un peu les États-Unis qui jaugent l'inflation, le truc, etc. Grosso modo, on va dire que c'est eux qui gèrent le business, en tout cas la force commerciale du monde. Mais comme ça a changé un peu avec la Chine, ils veulent montrer que, bah, OK, d'accord, le commerce maintenant il est libre. Par contre, les IA, bah, c'est nous aussi qui définissons le rythme. C'est nous qui définissons qui va pouvoir utiliser quoi, et cetera, et au moment où nous on voudra ouvrir, bah, on ouvrira. Mais c'est eux qui vont dicter en gros, le truc. Sauf que là, ils sont en train de se faire gifler par les Chinois et je pense qu'ils apprécient pas trop. C'est pour ça que en fait, leur rapprochement aussi avec les Japonais, sur tout ce qui était matériel, et cetera, je sais pas trop où ça en est, ça, parce que ça date de quoi? Il y a 2 3 mois? Ouais, quoique non, Mhm. c'était il y a 2 ans. C'était, il y a 2 ans où ils avaient signé un accord, stratégique avec le Japon pour pouvoir utiliser, en gros, leurs usines pour construire des puces, et cetera. Je sais pas trop où ça en est, pour les entreprises américaines. Donc, je sais que Intel devait, se relancer dans la course. Mhm. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que, tu sais, ils mettent un peu le holà de dire: «Bon, on va éviter de trop sortir de trucs, on va éviter de trop ouvrir de trucs», parce que là, en fait, les autres, beh, ils peuvent voir, ils peuvent regarder, ils peuvent utiliser, ils peuvent apprendre, nanani nanana. Mhm. Les Américains. Ouais, Les Américains qui veulent garder un peu, la main mise sur le truc. C'est comme, le pétrole, hein, au final, hein. Ils ont plein de pétrole. Ils ont suffisamment de pétrole pour leur pays à eux. Sauf que, bah, ils en apportent beaucoup plus parce que, bah, ils le gardent, leur richesse. ouais, ouais, C'est c'est aussi ça, simple que hein. ça, hein. C'est un peu la bombe atomique de demain, en fait, hein. On voit bien que c'était Dario Amodei, là, le CEO d'Anthropic, qui avait sorti un blog post il n'y a pas très longtemps en disant, ouais, ben, le premier État à sortir un agent, un AGI, il Mmh. aurait un avantage considérable sur les autres États, parce qu'il avait fait une analogie en disant, ouais, ben, ça correspondrait à une armée de la Seconde Guerre mondiale qui ferait la guerre à des gens, à des chevaliers du Moyen Âge, quoi. Ah, on est sur une ère moderne, quoi. Moi, tout ce que je vois à chaque fois, c'est qu'on est sur une ère moderne. Tu crois pas si En bien dire, c'est une des slides à venir. c'est quand je regardais juste le défilé du 14 juillet, je crois que c'est la première fois où on avait
tout le pôle informatique qui défilait. Ah ouais? Donc, ouais, il y a eu le pôle, genre des conducteurs de drones. C'est Il fou y avait ça. même des drones qui suivaient les camions et tout sur les champs. Et il y avait un truc d'intelligence artificielle, je crois, un régiment intelligence artificielle. Et c'est la première fois qu'on montrait euh, dans le défilé du 14 juillet la force informatique d'un pays. C'est fort. Et la force ingénierie, parce que du coup, on a aussi montré les drones autonomes. Tu vois, il y avait les drones autonomes pilotés par genre à intelligence artificielle. C'était intéressant. Incroyable. Ah, ma fille qui crie. Ok, je couperai ça au montage. Je sais pas si on l'entend, mais il y a ma belle-mère qui est là d'ailleurs au passage, qui essaie de la mettre au lit là. Elle nous Ah, donne un coup de main parce que je te disais, vu que ma nounou elle s'arrête bah avant la oui. rentrée à la crèche là, donc ma belle-mère avec nous en ce moment, elle nous donne un petit coup de main. Ouais, c'est bien ça, c'est cool. Je t'enverrai une petite photo en off, c'est marrant. Toujours trop fort, ça. Ah, Après, ta fille, elle a bien tenu à la Réunion. bah, franchement, je suis assez choqué. Alors, le voyage, c'était vraiment dur, hein. Franchement, je pense pas repartir de sitôt parce que c'est galère pour un bébé d'1 an de lui dire de pas bouger pendant plus de Ouais, 24 heures ça, avec ouais. les transferts et Ouais. tout. Elle a été agacée, tu vois, donc c'était compliqué. Et nous, on n'a pas dormi du coup parce qu'elle crie, machin, c'est compliqué. Par contre, sur place, ben, mec, elle a kiffé, hein. Elle a trop aimé sa famille et tout, les grands-parents, les cousins, cousines, bah, tu sais, les enfants là-bas. Bah ouais. Elle a De toute trop façon, kiffé. tout le temps, on joue, hein. Ouais, C'est juste ça, nous, hein. Nous, tout le temps, on joue. On ouais, fait c'est que ça. ça, on joue. Et les petits On adore repas et jouer. tout, tu vois, goûter les petits. Alors, elle peut pas manger comme nous, tu vois, encore, mais je lui fais goûter un petit peu et tout. Et franchement, elle a kiffé, mec. Ah, les Eh, repas, mais après les repas. attends, elle a quel âge? Elle a Elle a un un an. an, un an. Et tu sais que j'ai bah, du coup, la fille de la sœur de mon meilleur pote, là. Ouais, Elle a 9 mois. Gars, 9 mois, elle mange saucisse, sérieux. pizza. Elle a pas de dents, rien. Elle te tape une part de pizza, mais normal. Ah ouais. Des saucisses, normal. Tout. En fait, elle mange tout. Les steaks, elle bouffe un steak. Ah Mais non, mais... j'ai vu ça, je me suis dit, oh, c'est quoi cette fille-là? Non, moi, c'est un petit Neuf peu. mois déjà. Sinon, il faut que ce soit encore en purée, tu vois, on mélange un peu, tu vois. Mais franchement, elle a kiffé, hein. Les trucs qu'on l'a fait goûter là, ah ouais. Elle était tellement Ah, contente, on s'est dit, punaise, elle est épanouie, tu nous, vois. elle mange du riz, elle mange des Ah petits ouais. gâteaux, elle s'en bat les couilles, dedans ou pas dedans, elle mange, frère. J'étais là, je fais, ah ouais, ah c'est quelqu'un, c'est quelqu'un, elle, hein. Elle, va être Incroyable. compliqué, hein, quand tu vas faire un petit carry, là, prévois deux, hein. C'est Et elle, possible. elle mange, hein. Et donc, ouais, du coup, on disait que sur le défilé, tu avais les drones autonomes. Enfin, on voit que maintenant les pays montrent que eux, ils sont aussi là pour la technologie, les intelligences artificielles, les trucs, les drones, nanani, nanana. Ils sont là, hein. Et la C'est France, fou. j'avoue, on est là. Ah, c'est cool, La c'est bon à France, savoir. Après, je sais que dans voilà. l'industrie, on a des gros, hein, entre Dassault, Thales, machin. Il y a des gens, hein, qui font du bon boulot, hein, Bah, franchement. en fait, c'est ça ce qui est fou, c'est que tu as Dassault, Thales, Airbus, euh, il y avait qui encore? Amadeus, euh, Capgemini, Accenture. Après, Accenture, c'est plus américain, mais en tout cas, des filiales ici en France. Ces entreprises-là, maintenant, ils commencent à miser plus sur toutes les forces françaises euh, et européennes. Mm. Je crois que, par exemple, Airbus a décidé de passer sur Scaleway. Ah Tu ouais, vois, ah et oui, là, ok, ils veulent le ramener en là, France. ouais, c'est ça. Moi, je suis dans un bâtiment où il y a Scaleway, par exemple, tu vois, au Ah, rez-de-chaussée. c'est cool. Là, moi, au rez-de-chaussée du bâtiment, t'as Scaleway, t'as Dassault, t'as Free. Donc, il y a les grosses boîtes quand même au rez-de-chaussée. Nice. Et le fait de voir que Airbus, bah, du coup, tu vois, sur Toulouse, t'as Scaleway qui est juste là. En dessous et juste à côté, j'ai Thales aussi. Enfin, on est dans un bassin, en fait.
sur la beige, c'est pas mal, sur là où je suis, parce que tu vois un peu toute cette émulsion autour et tu vois que Airbus, en fait, ils ont donné à Scaleway tout l'hébergement de leur projet, en gros, parce que du coup, c'est européen, c'est français, c'est cloisonné, voilà, ça traverse plus par AWS. Parce que en fait, il y a un traité apparemment des États-Unis où, en cas d'urgence, ils peuvent demander à réquisitionner les fichiers et voir en gros les fichiers qu'il y a sur les Oui, serveurs c'est vrai. des entreprises américaines. Donc Ouais, ça, je sais pas pourquoi ça existe, ouais, c'est mais toujours en leur gros, truc. on a ce petit élan-là des industries françaises et ça se tourne. Enfin, en gros, eux, ils injectent de l'argent aussi dans Mistral, tu vois. Donc Hmm. c'est pour ça que Mistral avance aussi pas mal. C'est vrai que maintenant Mistral c'est un modèle qui réalise pas vraiment avec K3. Après, c'est pas sur les mêmes domaines, mais ça fait son taf, hein. Franchement, Mistral sur des tâches très précises, Je suis il d'accord. est bien au-dessus. Je suis d'accord. Il a enfin, il a bien optimisé en fait, il les a spécialisés, ces modèles. C'est Ouais. ça. D'ailleurs, en parlant, tiens, toujours d'IA, on va passer à un sujet qui peut intéresser beaucoup de gens. Bonsai 27B, donc le modèle qu'on peut auto-héberger grâce à une quantisation. Alors, ils ont fait un truc qui est vraiment pas mal. Ils se sont inspirés de Bitnet de Microsoft. Donc, ils ont une première version en 3 Go 9 qui est sur un bit, qui tient sur un bit, donc du binaire 0, 1, deux états. Et ils ont fait Mm. une version ternaire de ce modèle à 5 Go 9 qu'ils ont réussi à hoster sur un iPhone 17 pour un LLM local qui quand même a prompté Ils sont, à 11 tokens secondes. C'est vraiment pas mal hein, ouais, pour un téléphone, hein. C'est fou. ils sont trop forts. C'est fou. En fait, là, c'est une guerre qui se passe plus sur l'hébergement des choses. Toujours avoir en fait, le modèle le plus performant et le plus léger. Ouais, Voilà. On est sur ce truc-là parce que, en fait, on a fini, hein. La course à la puissance est terminée. Maintenant, c'est la course à l'optimisation des coûts. je suis 100% d'accord avec toi. Et alors, c'est pas ce que disait Jensen Huang, mais en même temps, lui, il prêche pour sa paroisse, hein. Il veut qu'on achète des puces Nvidia. Donc, il disait oui, il faut cramer du token. Pour moi, un ingénieur, il bosse pas s'il crame pas assez de tokens. Bon, c'est un peu n'importe quoi. Moi, je suis en train de me dire, non, mais attends, justement, c'est l'inverse, tu vois. Il faut réussir à optimiser sa consommation de tokens. Et pour ça, C'est soit on ça. optimise les modèles, soit on pose des bonnes questions, donc les prompts. Mais là, Bonzai, il fait un truc qui est fou, c'est qu'il se dit, OK, je vais essayer de vous amener, alors peut-être pas la puissance d'un modèle frontière actuel sur votre machine, mais on est déjà pas loin, alors je dirais peut-être même mieux que ce que faisait à l'époque un GPT 3.5. Alors, peut-être qu'il répondra pas à tout, hein, mais en tout cas pour du code, Bonzai, il s'en sort très bien, c'est un modèle qui est optimisé pour ça, quoi, du coup, Oui, sur Banzai, une il est machine. fait pour ça. Ouais. Tu as besoin d'une IA, t'as pas énormément de ressources, ça fait le taf. Hmm. Tu vois, J'en en ai fait un pont. auto-hébergé, ça fait le taf. J'en ai fait un pont pour tester alors sur une RTX 5060 Ti 16 Go, bon, un truc qu'un particulier peut avoir, quoi. Ouais. Et franchement, il m'a surpris, quoi. Déjà, en termes de débit, il est à plus de 40 tokens secondes. Je l'ai vu. Mets-le en incrusté parce qu'il faut vraiment que les gens y voient Ouais, ce truc-là de. En fait, moi, ce qui m'a bluffé, c'est que instantanément, c'est la collision et les particules au moment de la collision, et surtout que les particules vont dans le sens opposé de la ouais. direction de la balle. C'est extrêmement beau. C'est une Et phrase et one ouais, shot, hein, le prompt, hein. je me suis dit, mais Je lui ai dit, waouh. fais un pont en HTML JS, hein. C'est typiquement, tu vois, Hum, je n'arrête qu'à ça, hein. Je n'ai pas demandé de détails et tout. Franchement, c'est choquant. Le, le résultat est fou. Le C'est- résultat est fou. Quand je vois le résultat, je me dis, mais ça, en fait, ça aurait été, allez, 5, 6 itérations faciles avec Claude Code. Alors, je sais pas pour Fable s'il en serait sorti beaucoup mieux, mais en tout cas, je sais que par exemple, Opus 4.6 ou 7, je sais plus combien c'était là, mais je sais que Opus, ça m'aurait fait facile 5 ou 6 itérations. Euh, GPT, ça m'aurait fait peut-être pareil, peut-être 7 ou 8 pour le même niveau, hein.
Mm. Genre pour le même niveau de détail, je sais que j'en aurais eu pour, allez, moins de 10 prompts, certes, mais en tout cas pas en un seul. Et là, Ouais, en un seul prompt, ce détail-là, c'est fou. c'est fou. On est d'accord. Et Le d'ailleurs, c'est quoi? modèle est extrêmement fort. Ouais, ben dans la même tendance que Bonsaï, il y a un truc que j'ai vu passer. Alors, j'ai plus le nom en tête, mais en gros, le concept, c'est quoi? C'est qu'ils ont pris GLM, donc 5.2. Ils disaient Ouais. que le modèle qu'ils ont trouvé, alors c'est peut-être pas le plus gros modèle, il est déjà un peu quantisé, il est à 744 gigas, mais ils l'ont quantisé en 1 byte, donc toujours comme Bitnet, jusqu'à 230 gigas. Et ils ont une nouvelle approche là, en ce moment, qui commence à faire parler de lui. Euh, Ça consiste à hoster le modèle sur le SSD, pas le offload sur le GPU. Il est sur le SSD. Et en fait, en local, tu t'en sers et ça fait des allers-retours. Alors, en termes de débit, c'est la mort, hein. C'est un mot toutes les 10 secondes. On n'est pas sur 40 tokens par seconde, ce genre de choses. Mais marche. Et ils ont fait tourner un GLM 5.2 sur une machine. Tu promptes, tu te casses. Tu vois, tu vas en vacances, tu reviens 2 jours après. Le truc, il est censé tourner et te produire quelque chose de bonne qualité en local. Ouais, là, je viens de voir, là, c'est ça, c'est le GLM 5.2. Ouais. Donc les gens, ils font ça en ce moment. Donc il y a tu vois, il y a une tendance à self-hoster ces modèles. Les gens, ils se disent, OK, ben, c'est cool, on va arrêter de faire ça dans des data centers et ils cherchent tous les moyens possibles pour réussir à faire tourner des modèles puissants en local. Ouais, je vois ça, là. On est vraiment sur cette course. C'est pour ça que je pense que sur les 2 semaines là où on a eu notre pause, on a fait une pause, on a fait un peu comme tout le monde en fait. C'est-à-dire, la pause, du coup, performance modèle. Maintenant, ils sont dans la course optimisation de coûts. Ouais. C'est tout. Au final, ils sont juste là-dedans. Et c'est vrai que, alors pour le coup, on est potentiellement bien placé parce que sur le quantique, c'est la France qui est le mieux placée. Sur l'ordinateur quantique, en France, on a une avance mais extraordinaire. Parce que OVH, je crois que c'est OVH qui a commencé à bosser dessus il y a déjà quelques années, et que les premiers PC quantiques, je vais pas dire de bêtises, alors, quantique OVH, ouais c'est ça. Donc OVH a son service de quantique depuis quelques années déjà. Et c'est les premiers à le sortir. C'est un truc vraiment. Ça a été fait à l'initiative d'un appel de je sais plus quoi, il y a quelques années, je crois que c'était avant le deuxième mandat de Macron même. Je crois que c'était pendant son premier mandat par contre. Mhm. Euh, donc le jour où tous les modèles vont vouloir passer au quantique, je pense que c'est à ce moment-là où les discussions vont se réouvrir aussi avec la France et que à ce moment-là, on va entendre parler de Mistral. Parce que Mistral utilise déjà toutes ces infrastructures-là, de quantique, de ceci, de cela. Donc, je pense que tous ces modèles qui se shrink tout en restant performants, parce que faut quand même noter cette performance, enfin cet exploit-là, c'est qu'ils se shrink, mais ils restent toujours aussi performants. Oui, c'est ça. C'est même pas de la compression et il y a de la perte, etc. C'est que vraiment ils sont légers et en plus ils restent tout aussi puissants. Quand on va arriver au niveau où, en étant léger, en étant sur du quantique, parce que, alors, je sais pas si ceux qui nous écoutent comprennent un peu, mais en gros, binaire, c'est ce qu'on connaît tous les jours, et ternaire, c'est en gros les ordinateurs quantiques. Mm. C'est juste un mode de calcul différent, un peu chiant à expliquer, mais en gros, on est sur du quantique. 3 états Euh, par valeur. Ouais. c'est ça. 0, Donc, 1 ou les deux. ouais, et du coup, c'est ce qui ouvre le champ des possibles Mm. encore plus loin, et la puissance de calcul aussi beaucoup plus loin. Et quand on va arriver à ce modèle-là, qui, enfin, ce modèle économique-là qui va dire, OK, là maintenant on est sur du quantique.
c'est tout petit. On fait tenir ça sur vraiment un truc tout petit. Mm. Maintenant, on va multiplier ces nœuds petits pour être encore plus puissant. Là, je pense que ça va devenir très intéressant. Là, on va être vraiment sur des... Enfin, je pense qu'à ce moment-là, l'IA va nous dépasser, clairement. Ah, c'est Parce que possible, à hein. force, bah ouais, le niveau de puissance de raisonnement qu'il y a sur du quantique, je pense que là, ouais, on va commencer à atteindre ces moments où tu as un Jarvis qui te parle, quoi. Eh ben, ça tombe bien parce que c'est le sujet de la slide suivante. On arrive dans une, tu vois, tu parlais ère moderne tout à l'heure. Je te disais, bah, tu crois pas si bien Le- dire. L'ère Mais argentique, hein. l'ère argentique, ouais. Donc, c'est le fameux Modern Times. Aujourd'hui, on en parlait en off, on est en 2026. Mhm. Et j'ai l'impression que tous les jours, tu as une sortie fracassante, tu as un truc qui est totalement disruptif. Et si tu remontes 10 ans en arrière, tu vois, 2016 ou 2015, voire 11 ans en arrière, c'était le genre de news que tu avais une fois par an. Ouais, et puis même donc, une fois par an, après on est passé à une fois par semestre, puis Ouais, une fois par trimestre, ouais, une fois par mois. oui, Maintenant, on était à une fois tous les 2 semaines, une fois ouais. par semaine. Et là, c'est vrai que c'est quasiment tous les jours où il y a quelque chose. Tous les jours, il y a une dinguerie. Franchement, là, je suis choqué de la pause, tu vois, où je prenais un peu plus de temps de lire et tout. J'étais en vacances. On pouvait pas forcément Tous les record, jours, mais il y a un tous truc. les jours, on se disait, mais attends, Fable, GPT 5.6 seul. Puis après, tu Mm. as eu Kimi K3 qui est arrivé. Kimi qui sort, t'as Tu as l'affaire Hugging Face. GLM, c'est ça, t'as tout, t'as tout. Hugging Face, il se fait hacker. Il se tourne Ah bah, vers GPT et Claude qui lui tournent le dos. Il se retrouve coincé. Il se tourne vers des modèles chinois. Donc, ils ont réussi à faire un peu de forensique via GLM 5.2. Au final, ils ont refait quand même un partenariat avec OpenAI qui en profite parce qu'ils se sont pris une shitstorm. T'as tout le monde qui a dit ouais, OpenAI, ils servent à rien, ils veulent pas aider. Donc ils se sont dit ouais, si, 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 si. D'ailleurs, ils ont fait un post, ils ont fait un communiqué OpenAI est le partenaire ouais, officiel de GameFace pour les aider à gérer ah le. ouais. C'est marrant. Ça, c'est le plus gros retournement de veste de l'histoire aussi, C'est quand un même, hein. truc de fou. Mais après, je pense, alors, je modère, je me dis, c'est peut-être pas forcément 100% de leur faute parce que tu as quand même beaucoup le gouvernement américain qui avait Non, c'est pas de freiné. leur faute, mais en vrai, ce qui est chiant, c'est que du coup, pour moi, c'est qu'on perd aussi cette neutralité de Kingface. Tu vois, là. Le Kingface, ça restait vraiment le truc neutre. Oh, américains, du coup, ouais, ben, on sait pas trop, Ah donc bon, écoute, ouais, ils sont pas avec nous. Tu vois. moi, je préfère considérer qu'ils sont pas avec nous, quand même, hein. Bah, alors, nous, Français, on se dit, bah attends, Hugging Face, tu vois, c'est aussi un peu français. Donc, et les Américains se disent, Ouais, ok, c'est pas américain. Donc, tu vois, ouais. moi, je préfère considérer que c'est américain, le Kingface. En fait, ils vont mettre la main dessus. Ah, ça, c'est C'est sûr. aussi simple que ça. Ils vont De toute mettre la façon, main dessus. c'est déjà plus sur C'est notre une mine territoire, hein. d'or. C'est déjà Ouais, plus sur c'est notre une mine territoire. d'or en soi. Donc, ils vont mettre la main dessus, ils vont trouver un truc. Là, j'étais en train de chercher. Là, il y avait un modèle qui avait sorti une news. Vraiment, je crois que tous les 2 heures. Tous les 2 heures, il y avait un truc. Bah, il y a eu plein de choses, hein. Euh, Donc, Bonsaï, on a parlé du fait de mettre GLM sur SSD en local. J'ai vu encore autre chose passer là qui m'avait choqué. C'est un modèle japonais. En fait, c'est un espèce de. Ça joue le rôle de gate dans le MOE, là, le routeur, un routeur modèle, quoi. Et il te bascule sur du GPT ou sur du cloud et tout, machin. C'est un truc japonais. Je crois que ça s'appelle Fugu. Fugu. Fugu, ouais, ouais, et qui en termes de perf, Sakana Fugu, on regarde ça, qui en termes de Ah perf putain, oui. était assez Sakana, j'ai vu, violent. ouais. Ouais, tu me l'avais envoyé en Je vais plus. mettre l'image à l'écran. C'est fou le truc. Mais ce genre de news, tous les jours maintenant, t'en as une. Tiens, je te l'ai Mais envoyé. en fait, c'est ça, c'est que dans tous les cas, dans ces temps modernes dans lesquels on vit, on va avoir deux types d'annonces maintenant, selon moi. La première, c'est qu'on va avoir soit par semaine, soit par mois, et de toute façon, là, je pense qu'on va retrouver ce cycle un peu plus long, parce que le temps que Fable, le temps que Sol, etc., bon,
ils finissent leur bordel administratif, là. Je pense qu'on va retrouver un petit rythme un peu soft, parce que de toute façon, déjà, on a les sorties d'été. On va avoir cette pause-là en août, septembre, euh, de la tech en règle générale. Ça, c'est normal parce qu'ils sont en train de prévoir les sorties octobre, novembre pour les périodes de Noël. Donc, le monde de la tech, je pense que ça va être un peu plus limité. Euh, et on va avoir donc les premiers grosses annonces modèles. Et ensuite, par contre, tous les jours, on va avoir un nouvel agent qui sortira. C'est Tous les possible. jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Un nouvel agent qui est créé par, du coup, tous ces modèles de plus en plus puissants, etc., etc., etc. Je pense que c'est vraiment ce qu'on va vivre d'ici, enfin, jusqu'à la fin de l'année. C'est des agents pour tout. On est Mm. vraiment dans ce monde qui est en train de créer des agents pour tous les usages. Pourquoi? Parce que il faut plus de contexte et pour être sûr d'avoir des contextes ciblés, le meilleur moyen, c'est un agent. C'est un agent dédié, concrètement. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on va avoir beaucoup plus d'agents, parce que ça va permettre d'entraîner les modèles sur des choses beaucoup plus spécifiques. Au final, ça revient à ce que Mistral fait depuis sa création, sauf que là, je pense que c'est toute l'industrie qui va commencer à se mettre sur ce modèle-là différemment. Et la compétition va se lancer à ce moment-là, pour moi. C'est à ce moment-là où vraiment la compétition va se lancer. Parce que on va être aligné. En fait, on va avoir des sorties alignées. Parce que là, jusqu'à présent, on avait quoi? Fab qui sortait et, allez, on va dire que un mois après, c'est GPT qui est annoncé. Je crois que c'est ça, hein, on a eu Fab Ouais, mois de mai oui, oui. et GPT mois de juin. Ouais. Ou alors Fab mois de juin et GPT mois de juillet. Concrètement, c'était à un mois d'écart quasiment. Mhm. Et je pense qu'on va se retrouver à un moment donné tous alignés. Donc, il y aura plus ces annonces, genre le meilleur modèle qui fait du code, le meilleur modèle qui fait des images, le meilleur modèle OCR, etc., etc. Ils vont juste dire, OK, nouveau modèle, puissance de calcul, euh, coût, nombre de tokens, abonnement, et ensuite, c'est que des agents. Dire, voilà, un agent créé par Sol, un agent créé par Fab, un agent créé par truc, un agent Oui. créé par truc. Ça va être que ça. Je pense que d'ici décembre, en tout cas, c'est ce qu'on va vivre. Et je pense que, je sais plus c'est à quel épisode où on en a parlé, c'est sur les métiers. Comment est-ce que les métiers vont s'y adapter? Tu vois, je pense qu'on va avoir un agent RH, on va avoir un agent euh, code, tu vois, un Ouais. agent entretien de code, un agent code review, un agent documentation, un agent, je sais pas moi, planning, Mhm. tu vois. Et je sais que, je sais plus le nom de la boîte. Il y a une entreprise qui fait ça. C'est que leur sprint planning est fait par l'IA. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont un agent qui a donc les heures des employés, les congés quand ils en ont, leurs compétences, qui est capable aussi d'évaluer par rapport à leur commit, donc en gros leur capacité de code, leurs compétences de code, d'analyser la user story et d'estimer le niveau de, de véracité, en gros, de la story point du développeur, enfin, du Mhm. coup, de la personne qui a mis le story point, et à partir de ça, créer un sprint planning entier pour une équipe. Et donc, tu as des sprint planning qui sont générés par IA, où l'équipe va juste vérifier ce qu'il y a dans le sprint planning. Donc, en gros, tu as ton sprint meeting, là, va juste vérifier ce qu'il y a dans le enfin, dans le sprint, Mhm. évaluer si les estimations sont justes, enfin, en tout cas s'ils sont en raccord avec les estimations qui sont faites par Et l'IA, après, tu dépiles, quoi. et après juste t'envoies. Et ça fait, et je sais plus, il faudrait que je retrouve ce truc-là. Je sais plus c'est quelle boîte qui le fait, et ça fait que, en fait, ils ont des déploiements. Je crois qu'ils ont plus de 200 déploiements par jour. Ah, c'est pas Tu vois, impossible. Ouais. Ah ouais, c'est pas impossible.
Parce que en fait, les devs, ils font que, en plus, les devs, ils utilisent en plus aussi du Cloud Code, du Codex, etc. pour coder. Donc, techniquement, ça fait plus de 200 déploiements quasiment par jour, avec je ne sais combien de bugs fixés Mm. sur une semaine, tu vois, et des features qui sont délivrées, qui, au lieu de prendre 3 mois, prend maintenant un mois, tu vois. Mm. Tu sais, Donc, d'ailleurs, je pensais à un truc là, c'est tu me fais fou. penser en termes d'optimisation. Aujourd'hui, il y a un des freins à ce que tu dis, tu vois, sur les déploiements continus comme ça. C'est que très souvent, le mécanisme de rolling release, quand tu es en train de builder un projet qui est assez conséquent, si jamais ça met 10 minutes à build, quand tu commences à Mm. avoir des trucs assez véloces, tu vois, ça prend du temps avant d'être envoyé vraiment en prod et de remplacer le nœud réellement en production. Tu sais, tu as un rolling release où tu as un build qui se Ouais, monte, ouais. et une fois que le health il est OK, tu vois, si le check il dit, bon, bah vas-y, là c'est stable, voilà, bim, il remplace la prod. Mais ça, en fait, tu vois, aujourd'hui, je trouve qu'on atteint une limite de ça. C'est que maintenant, les équipes, avec l'IA, capables d'envoyer tellement que potentiellement, tu vois, ton nœud Ah, t'as qui est en des train builds de build, parallèles. exactement, ça fout un peu la merde. Et Ouais. d'ailleurs, je me dis, tu vois, là, on a peut-être un truc à faire, c'est que aujourd'hui, le mécanisme de compilation, si tu reprends un Mais SWC, un RSPAC, un machin comme ça, c'est un truc que Vercel a justement optimisé c'est chez eux. possible. Et je vois comment on pourrait le faire, Vercel, hein. en fait, Vercel, aujourd'hui, tu peux lancer, je crois, une dizaine de bulles en simultané et il va te prendre, en Il fait, merge, quoi. non, c'est pas qu'il merge, c'est qu'en gros, il incrémente la prod en fonction du dernier état réussi. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, si tu as la bulle de 1 qui est passée en premier, hop, il te met en prod la bulle de 1. Par contre, tu as un petit tag dessus. Et admettons que tu as la bulle de 2, 3, 4, 5 et tu as la 6 qui est terminée. Bah, en gros, il va pas mettre en prod la 6 de suite, il va juste mettre le tag. Ouais. Il va attendre le 2, puis le 3, puis le 4, puis le 5. Et une fois il a vu toutes les builds, là, il se dit, OK, enfin, en gros, par rapport à la bulle de 1, le, le projet, alors après, le problème, c'est qu'il se base pas sur le code, il se base sur la taille du projet. Donc, c'est pas encore tout à fait optimal. Mais en gros, admettons que la bulle de 1, elle fait 100 mégas et la bulle de 6, elle fait 400, alors que tu as la bulle de 5 qui fait 700, Mhm. il va prendre la bulle de 5. Tu vois, Je comprends. et c'est après toi, quand tu vois que tu as ta bulle de 5 qui est en ligne et pas la bulle de 6 et que tu veux absolument la bulle de 6, tu repasses par-dessus, tu lui dis non, ben mets-moi la 6. Donc il y a encore cette petite étape manuelle-là, mais par contre, il arrive à être un peu intelligent sur les phases de bulle. Et c'est aussi un des problèmes que rencontre GitHub Action, du coup, Hmm. parce que justement, ça consomme beaucoup et c'est pour ça qu'il y a eu tout ce débat de pricing sur GitHub. C'est aussi un des problèmes de GitLab aujourd'hui parce que les GitLab self-host, bah, c'est pareil, hein, tu as les GitLab Action. Enfin, je crois que c'est ça, je sais plus comment ça s'appelle sur GitLab, tiens. Mais en gros, leur CI/CD, bah, ça consomme aussi énormément, mais parce que bah, on n'était plus dans enfin, ça a évolué plus lentement que les usages. Hmm. C'est tout. Regarde, je vais te pitcher une idée, hein, et tu me dis si ça fait pas la startup de demain ou le projet open source de demain qui sera fondé et tout. Mais regarde, aujourd'hui, hein, quand on se tape un build, si tu utilises SWC par exemple, il va reparser tout le code et toutes les dépendances que tu Mm, as et il va reconstruire chacune des pages, chacune des dépendances. Enfin, il va tout refaire, mm. tu vois. Et en fait, ce système, il n'est pas incrémental. Si tu regardes bien, quand toi, tu envoies un fixe potentiellement, ça touche juste à une partie de ton code, mais Ouais. tu te retapes quand même un build complet, tu vois. Est-ce Mm. qu'à un moment donné, tu trouves que ce système-là, il continue à faire du sens? Pour moi, il a jamais eu de sens. C'est bizarre, tu Mais vois. parce que, mais parce que pour moi, après, tu sais, quand on vient du monde de C++, en fait, généralement, ton fichier, il a une espèce d'empreinte. Donc, si ton fichier a été modifié, à ce moment-là, tu modifies, enfin, tu rebuilds juste le fichier modifié. Mm. Ça sert à rien de rebuild tout le projet, Ah, je suis d'accord etc. avec Tu toi. utilises les fichiers qui sont en cache. En fait, tu utilises C'est exactement leur ça. recompilation. Mais
Ça, c'est, pour moi, c'était la logique de base. Après, j'ai jamais été dans le code de ces trucs-là, tu vois, de ces outils-là. Et je pense que c'est effectivement peut-être une recherche intéressante à faire. C'est comment est-ce qu'on optimise ce genre de sujet. Après, c'est des sujets qui touchent le web, parce qu'on en parle du web, mais on arrive aussi sur cette période où Swift multiplateforme, donc Swift sur iOS et Android, Kotlin multiplateforme, donc Android, iOS, bureau, etc. Microsoft avec Blazor, c'est pareil, multiplateforme. Donc, on va aussi arriver sur ce schéma-là de dev, en tout cas de développeur d'application. On va arriver sur ce schéma qui va nous dire, en gros, le slogan de Java. T'écris ton code une fois, tu le déploies partout. Hmm. On va arriver sur ce truc-là. Java, alors les gens, ils le savent peut-être pas, mais le langage Java a défini énormément de choses de notre monde d'aujourd'hui. Faut savoir que le premier smartphone, c'est 1992, C'est c'est possible, ouais. du Java. Alors, il y a un documentaire, tu regarderas sur YouTube, que le tripot, sur l'origine du Java. Et il le montre. C'est qu'en gros, t'as les gars, ils cassaient la Game Boy pour récupérer l'écran. Ils cassaient, je sais pas, moi, une Atari pour récupérer le circuit électronique parce qu'en fait, ils aimaient bien la board et tout et tout. Ils ressoudaient tout ça. Et ils avaient une petite télé, tu vois, une petite télé tactile, 92 tactile, qui fait du bruit, enfin qui fait du son, qui est réactif, qui affiche en couleur et qui a des animations en Java. Ok. Et ce programme-là qu'il faisait sur la petite télé Java était aussi sur l'ordinateur, était aussi sur je sais plus quoi, etc. En fait, c'était pour montrer que Java pouvait être partout. Tu vois, et on parle de ça, 92. Hmm. Et pour moi, je pense qu'on arrive sur euh, ce schéma-là. Il arrive. Enfin, je te dis ça, mais ça va prendre encore peut-être 2, 3 ans, tu vois. Mais on arrive sur ce schéma-là où chaque langage de programmation, aujourd'hui, devra être capable de tourner partout, tout simplement. Parce que bah, les IA, il y a tout, il y a enfin, voilà, les toolchains, en gros, vont devoir s'améliorer. Et c'est là où je pense que ton pitch, ça peut faire une bonne boîte. Parce que si tu fais une boîte qui est spécialisée dans les toolchains, là, on est très bien, là. Bah, D'ailleurs, aujourd'hui, c'est un peu le cas, hein. c'est ce que Vite a fait, hein, Et tout le monde fait ça en ce moment. Ils rachètent tous et tout le... Tu regardes Cloudflare, il a racheté ouais, le Void Vite. Zero, là. Ils ont racheté Void- Vite. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, vite, Celui qui a fait exactement. Vite. Ah ouais, c'est ça. Ils ont Mais racheté Vite. exactement. C'était pas que Vite d'ailleurs, Vite, Parcelle, je sais plus quoi là. Enfin, Void Zero, ils avaient tellement d'outils. C'est vrai que c'était une boîte qui fait du toolchain. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que faire du toolchain aujourd'hui, c'est peut-être un petit Eldorado à ses yeux. Bah, je vois bien l'utilité parce que si un Artifactory il a fonctionné en se disant vas-y, on va stocker les strips de code déjà compilés pour les Mm. envoyer en prod plus rapidement, bah, je me dis qu'il y a un monde où bah, tu vois tes artefacts de ben, j'ai un projet, tout a déjà été buildé, j'ai modifié que 3 fichiers, bah, je rebuild cela, tu vois, plutôt que de se retaper tout. Donc ça voudrait dire bah, genre checksum où tu vas voir les diffs de tes fichiers et tout avant-après. Et si ça n'a pas été bougé, ça fait peut-être pas de sens de tout recompiler. Donc tu pourrais être dans un monde où bah, ta mise en prod, et ben, plutôt que de te taper un rolling release qui va mettre 10 minutes parce que le machin est en train de builder, bah, et ça serait peut-être une friction de quelques secondes et que tu pourrais avoir un déploiement continu, tu vois, une CI/CD qui est quasiment instantanée, tu vois. Mon fichier, il est à jour. Hop, j'envoie en prod. Ça compile que celui-là. J'ai rien touché au reste. J'ai pas à attendre 10 minutes que ça rebuild tout le projet. Ça n'a aucun sens, tu vois. Ouais, je pense que c'est peut-être un vrai beau business. Puis ça me fait penser aussi, ben, les gens ils commencent à délaisser Docker parce que c'est pareil. Hein. Docker, c'est tu pulls une image, tu pushes, tu as un système de cache après à l'intérieur, certes, mais on commence à atteindre ces petites limites-là de Docker aussi. Tu vois, ces outils-là commencent à être un peu obsolètes.
D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'optimisations aujourd'hui qui commencent à être pensées pour Docker. Oui. Et ouais, je pense que les temps modernes, ouais, ça va être ça, hein. Ça va être des agents. Donc déjà, pour coder, enfin, en gros, pour t'améliorer dans ta vie de tous les jours, c'est des agents. Et dans le métier tech dev, je pense que ouais, hein, faire des trucs sur la toolchain, etc., ça peut être intéressant, hein. Mm, Il y a peut-être un truc à faire, hein. carrément. Regardez ça, tiens. On va regarder J'ai carrément. regardé ça. Et on va passer aux tendances et pépites. Est-ce que tu as un truc que tu veux partager, un truc qui t'a choqué ces derniers temps, que tu as testé? Et, Que j'ai testé, je teste toujours Mistral, moi, hein. ouais. Mistral, là, ils ont sorti un truc de robot. Robostral, un truc. Ah ouais? Je- Ouais, c'est en gros, tu, enfin, tu donnes des instructions à ton robot et il est tellement rempli de capteurs, etc., que en fait, il suit le truc. Genre, tu peux lui dire, va au fond du couloir, ouvre l'armoire, prends-moi le bouquin qui est sur le, la seconde rangée à droite, qui s'appelle tel truc, et en fait, le robot, il y va, et puis... Mais ils viennent de le sortir il y a quelques jours, hein. Ils ont sorti leur robot, Intéressant. là. Je connais C'est un pas du robot tout. que tu commandes, en plus, c'est un robot que tu commandes avec du langage naturel. D'accord. Marrant. Donc, c'est pas mal. Je vais regarder ça. Je regarde. C'est Robostral, ouais, je crois que ça s'appelle comme ça, hein. Ils ont sorti Ah, ça, Robostral. ouais, ils ont sorti ça il y a pas longtemps. Euh, Après, voilà, ils ont juste remodelé. J'aime vraiment suivre tout ce que fait Mistral, en Et fait. il a une sacrée performance comparaison, hein. Franchement, c'est pas mal, hein. Ah non, il est vraiment bien. Et c'est pareil, hein, ils ont un autre outil aussi, Linstral. Donc en gros, c'est pour faire, là pour le coup, c'est des résolutions de problèmes mathématiques essentiellement, tu vois, c'est du Mhm. CISPO, quoi. Donc ça aussi, c'est pas mal. Ils sont en train d'avancer, faut suivre Mistral. Vraiment, euh, Mistral, pour moi, c'est une boîte qui ne fait vraiment pas de bruit, mais qui vaut le coup. Tu vois, c'est pas un hasard si l'armée l'utilise. Il n'y a pas que le chauvinisme dedans, tu vois. Hmm. Il n'y a pas que ça. Il y a vraiment, il y a vraiment du vrai potentiel chez Mistral, selon moi. Ah ouais, Il y a quelque chose de très intéressant. La façon dont ils ont de construire leur modèle, elle m'intrigue. Parce que c'est toujours très puissant, très léger, enfin très léger. Après, je sais pas le temps, le poids que ça pèse sur leur serveur, mais en gros, quand tu utilises toi, c'est toujours très simple. Tu vois, ça prend pas énormément de temps à charger. hmm. T'as pas une latence de dingue. Tu consommes pas des tokens de malade. Donc Mistral, pour moi, ouais, c'est le truc à suivre, quoi. Je pense que aujourd'hui, on n'entend pas parler parce que ouais, t'as du Kimi, t'as du Z truc, t'as du XAI. D'ailleurs, XAI maintenant, c'est plus XAI, c'est SpaceX AI. SpaceX AI. Ouais, ouais, j'ai vu. C'est bon, SpaceX prend un peu tout. En fait, c'est simple. SpaceX prend quasiment tout. Je Hmm. crois que Starlink aussi va pas tarder à passer sous l'égérie de SpaceX. Hmm. X aussi va pas tarder à passer sous l'égide de SpaceX. Euh, donc, il y a peut-être un truc à jouer avec Mistral, moi, je pense. Pour moi, je pense que commencer à comprendre Mistral, à l'utiliser un peu plus, ça va nous permettre de nous préparer à la prochaine dinguerie. Ouais, c'est Parce que possible. maintenant on connaît hein, les Kimi, les Anthropic, les OpenAI. Je pense on sait, eux, ce qu'ils veulent faire. Tu vois, OpenAI, c'est sortir des claviers. OpenAI se diversifie pas mal. Hmm. Anthropic, ça reste toujours le même délire.
Donc on commence un peu à prévoir ce qu'ils font. Alors que Mistral, ils sont surprenants. Ils sont très, très, très surprenants. C'est les seuls aujourd'hui qui arrivent à me surprendre sur ce qu'ils font. Je m'attendais pas à ce que Mistral soit un robot. Un robot, Et ouais. ils l'ont sorti là il y a pas longtemps, hein. Après, ils ont dit qu'ils allaient attaquer pas mal tout ce qui était hardware et tout. Et ils ont raison, hein. D'ailleurs, s'ils y arrivent, ça voudrait dire que on va bénéficier sur ce territoire de puces euh, souveraines. Alors, c'est là où c'est intéressant parce que faut savoir que tant que les puces, elles ne nous appartiennent pas, un pays peut décider du jour au lendemain d'arrêter l'approvisionnement, Ah oui, comme ça a c'est été le ça. cas avec la Chine, hein. Je te livre plus de GPU, C'est tu fais quoi? c'est ça. Donc autant avoir ses puces. Et ça, c'est une bonne chose qu'un acteur se lance et le fasse. Je crois que OVH avait annoncé aussi qu'il voulait se mettre aux puces, effectivement, mais plus dans le quantique, comme tu disais. Donc OVH, c'est le quantique. c'est une bonne chose, tu vois. OVH, leur investissement, c'est quantique. Ça, Ouais. pas de doute là-dessus. Je sais plus, on a des industriels de puces en France. Je crois pas, hein. Il paraît qu'il en reste, mais c'est des puces ultra spécialisées et je sais plus s'ils reprennent, tu sais, des schémas un peu open source comme l'ARM et tout. Mais j'avais entendu parler d'un truc. Mais je crois que sur ce territoire, il reste quand même des petites sociétés qui font ce genre de choses. Des puces Ah, ultra spécialisées. faudrait regarder, ouais. Parce que si on a des entreprises françaises qui, qui sont dans le milieu du microprocesseur, je pense que ouais, hein, il y a Mm. peut-être une chance. Mais c'est vrai, ce que tu disais, c'est qu'il faut se libérer de le plus d'emprise possible. Ouais, Il faut se libérer de tout ça. Parce que ça va devenir compliqué, c'est tout sûr. simplement. Ça Et va tu vois, devenir très compliqué. les autres pays, ils n'hésitent pas un instant à jouer de ça, tu vois. Ça devient un peu un truc de. Mais c'est la guerre moderne, hein, en C'est un fait, moyen hein. de pression. C'est un moyen de pression. Ouais, il te dit, ouais, voilà, C'est on ça. arrête de te fournir ça. Bah, tu fais quoi? C'est la guerre moderne. On est vraiment sur cette guerre moderne de, bon, bah là, il va falloir que on bosse sur tel truc ou tel truc, tu vois. C'est une guerre moderne Mm. qui se joue, tout simplement. Donc, bah ouais, là, il va falloir je pense qu'il va falloir qu'on regarde vraiment Mistral. Pour Mm. moi, c'est ça, ma petite pépite. C'est Mistral, j'adore ce qu'ils font. Je suis Nice. pas fan du résultat produit, mais faut admettre qu'il y a du panache chez Mistral, quoi. Ils osent. Ils osent tout le temps et tu les entends pas et pourtant ça fait des trucs. Ouais, juste le fait que le robot, tu le commandes avec du langage naturel. Ouais, c'est cool, Ça, hein. c'est fou. Mm. Ça, c'est fou. C'est cool. Tu as un robot là, t'as un robot qui tu dis, voilà, il y a quelqu'un à la porte d'entrée, va l'ouvrir, s'il te plaît. Ouais, nice. C'est cool. Skynet, bientôt. Mm. Moi, j'y crois, hein. Moi, j'y crois. Je suis sûr et certain, un jour, il y a quelqu'un, il va tellement faire le con et il va finir par créer Skynet. C'est Il va pas possible. s'en rendre compte. Il va pas s'en rendre compte, c'est sûr et certain, il va pas s'en rendre compte. Moi, c'est ce qui me fait peur. Skynet, ça vient d'une intelligence artificielle militaire, hein. Mm. C'est ça l'histoire de Skynet, quoi. Et Alors, j'aimerais partager, moi, une pépite. C'est que le blog, là, je l'ai passé. Alors, j'ai quitté Next. Ça y est. C'est fini. Next, ça a fait alors, son temps sur le blog, hein, je veux dire. Next, c'est une technologie qui marche encore très bien et qui est très cool, que j'utilise encore pour plein de projets. Mais le blog, ça y est, j'ai lâché Next. Donc, le blog, il est plus en Next. Il était en Next depuis 2022. Donc, ça a duré 4 ans. Donc, c'était bien cool. J'avais commencé en page c'était router à l'époque. bien. J'étais passé en app router, c'était cool, ça a fait ses trucs. Bon, je me suis tapé la CVE, là, la faille fin Ouais. 2025. Ouais, Next.js, hein. Je me suis fait hacker. Ouais, je me suis fait hacker via les React Server Components. Ils étaient remontés, ils avaient routé la machine, ils avaient quasiment destroy et tout. Bon, c'est pas très grave, tu vas me dire, mais ouais, là, c'est fini. C'est pas très grave parce que c'est un blog. Oui, c'est un blog, c'est ça. Ça aurait été un autre projet, je l'aurais peut-être eu un peu plus mauvaise commune. Quand tu penses, alors, par exemple, je crois que Penny Lane, c'est sur du Next.js. Tu vois, Penny Lane, c'est des informations comptables.
Ah oui, C'est des entreprises. Tu as des comptes bancaires sur oui, Penny Lane. T'imagines une faille comme ça qui touche Penny Lane, c'est compliqué, tu vois. Donc, il y a des failles de sécurité, effectivement, il faut les patcher vite. mm, Et c'est vrai que Next.js, j'ai du mal. Enfin, je suis obligé d'en faire parce que, en fait, je dirais que j'ai pas trouvé de plus simple. mm, Tu vois, simple comme Next.js, je l'ai pas trouvé. La plupart des autres outils, il y a beaucoup de cérémonies. Tu vois, Next.js, prends une image, tu fais un import image next image, ton image est optimisée. oui, Point. Tu vois, t'as tout de suite la mise en cache, t'as tout de suite le truc. Enfin, toutes tes requêtes serveurs, les fetch, etc., c'est tout de suite mis en cache. T'as pas besoin d'écrire toute ta stratégie de mettre en cache la requête sur ton serveur. Nanana. Next.js, pour le coup, ça, c'est très bien. mm, Mais t'as la contrepartie où bah, c'est lourd, c'est lent, euh, il y a des failles de sécurité parce que forcément, c'est sur du code qui était pas totalement fini au départ. mm. Donc ouais, on se farcit un peu tout ce rythme-là, quoi. C'est c'est tout, en fait. On se Ouais. farcit tout ce rythme-là. Et pour le coup, je suis assez choqué hein, parce que je lâche Next. J'ai fait un test, j'ai fait un stop juste avant de décom. Il était à 3 gigas 24 sur la machine Mhm. en total utilisé, hein. Donc, ça veut dire que c'est pas forcément que Next, hein. Il y a tout. Ouais, Mais je veux dire, il y a voilà, Node.js qui tourne derrière. c'est ça. Donc, ça prenait 3 gigas 24. Je passe à Go, je réup tous les services. Effectivement, je down le service Next. Et ben, je suis à 2 gigas 31. J'ai perdu 1 giga d'utilisation de mémoire. Mais parce que t'as ton Node.js qui tourne, t'as tes service workers en Next.js. Parce que je crois que c'est ça hein, qu'ils font. C'est pas du RPC, c'est un truc WebSocket qu'ils ont entre serveur et client pour que quand tu fais un truc sur ton client, ça renvoie tout de suite sur le serveur. Enfin C'est bref, il y a un possible. truc de WebSocket entre les deux. Donc tu as tout le temps un ping en gros qui se fait entre Next.js et ton serveur. Alors que le Go, je crois que c'est juste à l'action, ça envoie une Ouais. requête et ça répond. C'est Tu vois, ça, c'est pas c'est assez pareil. statique et je l'ai mixé avec un HTML justement pour avoir le dynamique sur action, effectivement. Donc une action déclenche un render de partial template et HTMX, c'est franchement, très puissant. en termes de HTMX, perf, c'est. mais la dinguerie. Je me Ah, rappelle, les sites qui m'ont bluffé, c'était avec du C#.NET Alpine.js. mm, Ça, c'était avant Blazor. Parce oui, qu'après, du coup, ils ont sorti Blazor et là, Blazor, t'avais le bidirectionnel serveur-client. oui, Mais avant ça, c'était avec du Alpine.js. Quelle dinguerie. Quelle dinguerie. Magnifique. Et bah, maintenant, c'est full Blazor. Et Blazor aussi, c'est pas mal, hein. mm, Blazor, d'ailleurs, ça me fait penser, c'est peut-être à mettre aussi dans les pépites, parce que Blazor, c'est mine de rien une réponse à toute l'orchestration qu'on a. Enfin, tout ce qu'on discutait là, d'orchestration de build et tout et tout. ouais, Parce que Blazor, enfin, non, c'était pas Blazor, c'était Aspire. Aspire. oui, C'est ça, le Microsoft Aspire. Ça, c'est très très fort. C'est un orchestrateur, builder, discovery, tout ce que tu veux. d'accord. Très fort, Microsoft Aspire. En Je gros, regarde. tu crées ton projet. C'est une stack. En gros, c'est simple, c'est une stack. Et tu peux coder en tout ce que tu veux. Tu peux faire du D'accord. Python. Tu peux faire du Java. Tu peux faire du C++. Et t'as tout en code. Ok, multi-language code first toolchain for building. Ok, Ça running and fait deploying. tout. Ah ok, donc en fait c'est le Aspire, GitHub Action nouvelle génération, c'est, quoi. ouais. Quasiment, ouais. Et ce que j'aime bien, c'est que en gros, tu as un dashboard. Enfin, en gros, quand tu crées un projet Aspire, il te donne tout de suite un petit dashboard où tu vas voir tous tes services, d'accord, à l'intérieur. Tu vas voir tes performances.
T'as vraiment un mini Azure, en gros, chez toi. D'accord. Concrètement, c'est ça. Tu vas avoir ta base de données, tu vas pouvoir voir ta base de données, tu vas avoir ton graphe de projet, donc avec des nœuds, en gros, neuronales, tu vois. Donc avec des petits traits qui te donnent les dépendances entre chaque Mhm. projet, nanana. Et je trouve que c'est une très bonne réponse à ce souci qu'on avait de déployer tout le temps quelque chose trop vite. Aspire, c'est peut-être une bonne réponse à ça, tu vois. Parce que sur Aspire, c'est toi qui décides quand est-ce que tu déploies. Parce qu'en gros, tu peux build en local sur une machine. Donc, admettons, tu mets Aspire sur ton serveur. Tu vas tout le temps avoir ton build qui va tourner, etc. Et tu peux lui dire de déployer à une heure précise. Donc, si tu sais que, par exemple, à 19 heures, t'as plus de dev, t'as plus de build, t'as plus de push, pourquoi pas déployer la dernière version build à 19 heures? Ok, intéressant. Tu vois, ça peut être une très très bonne réponse. Ah, tu peux Après, planifier ton... Ok, d'accord, carrément. tu peux tout faire. En fait, c'est du code. Tu vois, c'est vraiment une infrastructure code. Ok, infrastructure as code, genre c'est le Terraform, mais qui en plus te donne un Quasiment, dashboard, ouais. machin. Ok, Quasiment ça. intéressant. Intéressant. C'est vraiment ton architecture en code. Ok. C'est en gros, ouais, bah, tu regardes, attends, je te mets le site, c'est Je, aspire.dev. je vais essayer d'afficher en imprimé écran là, du dashboard et tout. C'est super intéressant. Surtout que c'est ce genre d'outil, tu vois, où moi je me dis, si je suis pas passé à Terraform, alors j'en ai fait un petit peu, mais je peux pas dire que je fais tout en Terraform. Je fais encore beaucoup de. Aujourd'hui, moi, je fais encore beaucoup d'Ansible, hein, entre nous. Ouais, Euh, mais ouais, là, effectivement, avec le dashboard, le fait de pouvoir voir ces déploiements, machin et tout, bah, je trouve tu ça vois super tout. intéressant. Tu vois tout. C'est cool. Tu vois tous les trucs qui tournent, les URL, les ports, t'as les logs, t'as tout. En fait, t'as tout. C'est C'est cool. aussi simple que ça. En fait, ce que j'aime bien sur Aspire, c'est vraiment toi qui décides ce que tu fais. Mm. Mais c'est dans le code. C'est-à-dire que tu donnes aux développeurs, par exemple, même écrire ton Docker, tu n'as pas besoin de l'écrire avec un Docker file. Tu peux l'écrire en C Sharp, tu vois. D'accord. Ta configuration Docker, tu l'écris en C Sharp. C'est fou. Ouais, c'est cool. Tu peux l'écrire en TypeScript. C'est cool, en effet. Super intéressant. Écoute, je C'est un peu regarderai. enfin, pour moi, c'est l'équivalent du CDK de AWS. D'accord. Tu vois, c'est un peu l'équivalent de ça. Sauf que bah, là, c'est un projet à part entière et enfin, t'as vraiment toute l'ingénierie de Microsoft dessus, tu vois. Et pour te dire, c'est le gars qui a créé Nugget, qui est Mhm. à l'origine de ce truc-là, tu vois. Donc David Fowler, je crois, il s'appelle. Il a Donc fait c'est, tellement de choses, lui, en vrai. mais lui, j'en peux plus. À chaque fois en fait, à chaque fois que il part en vacances, il revient de vacances avec une dinguerie. Ah, c'est tout le temps ça, ouais, j'imagine. Ouais. Il revient tout le temps avec une dinguerie. Aspire, enfin, c'était à la sortie de .NET 6, je crois. .NET 6, ouais, .NET 6 ou 7, je sais plus trop. Je crois que c'était .NET 6. À la sortie de .NET 6, on vient de réécrire ASP.NET. Donc on est passé de .NET Core à .NET tout court, parce que voilà, ça y est, framework.NET, on oublie, c'est l'histoire ancienne. Donc il a fait évoluer le C Sharp, il a fait évoluer le .NET. On arrive sur du .NET et il se rend compte que sur ASP.NET Core, ça fait un peu chier. Il crée Blazor. En fait, il a vu une démo d'un de ses collègues qui commençait à faire un truc qui ressemblait à du Blazor. C'était en gros du Razor
syntaxe bidirectionnelle. Et donc, il prend ce truc-là, il part en vacances. Il y a ce truc-là qui tourne dans sa tête, il l'améliore. Blazor. Il prend Ok. Blazor, il dit, waouh, si je faisais un dashboard avec, parce que du coup, avec Blazor, c'est que tu as le serveur, le client. Les deux, ils sont bidirectionnels. Donc, il va faire un dashboard avec. Il commence à faire son petit dashboard. Il dit, ah, je peux écrire mon truc en C Sharp, dire à, en gros, mon serveur, vas-y, fais ça, 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 ça. Et il commence à cook, tu vois. Il construit son petit truc et il arrive avec Aspire. Et là, quand il est arrivé avec Aspire, j'ai dit, eh, vas-y, c'est bon, j'arrête. Moi, j'arrête. Je veux plus suivre ce que tu fais parce que tu vas me donner mal à la tête. Mais je veux plus suivre. Ça y est, je lâche. Il a fait ça, je crois, en 2 ans. Hein. Ouais, 2, 3 ans, même pas. En 2, 3 ans, il a juste tué enfin, il a détruit la productivité du monde pour moi. En tout cas, sur un environnement Microsoft, hein, que tu es un développeur C Sharp, etc. euh, Son équipe, enfin l'équipe de .NET, là, ils ont tellement fait de dingueries pour la productivité des développeurs que je saurais même pas quoi faire. C'est-à-dire que là, moi, si je me pose sur un environnement Microsoft, je me dis, vas-y, je fais du C Sharp, je vais apprendre à faire un projet, je ne saurais vraiment pas quoi faire tellement tout est possible. Avant, Mhm. c'était pas le cas, mais maintenant, tout est possible. C'est-à-dire que tu veux faire de l'agentique, vas-y, tu fais de l'agentique. Tu veux faire en sorte que tu as une librairie Python et tu veux l'intégrer dans ton projet C Sharp, bah vas-y, c'est bon, tu peux. En fait, c'est devenu, on dirait que pour les mecs de chez Microsoft, c'est devenu facile. Alors qu'en vrai, c'est une énorme prouesse, hein, Mhm. faire tourner ça sur du CLR. Enfin, c'est ça, hein, le C Sharp, c'est un CLR, Common Language Runtime, je sais pas quoi, c'est l'équivalent de la JVM. Mais c'est pas vraiment la JVM. Bon, bref, ils ont un truc spécifique à eux. C'est incroyable, au final, Mhm. quand ils pensent. Donc ouais, une autre pépite, ouais. Aspire. Super langage d'ailleurs, qui était mon ancien langage préféré avant que j'arrive dans le monde professionnel. C'est le monde Le C professionnel Sharp? qui m'a dégoûté de C Sharp. Ouais, mais à cause de, enfin, à l'époque, avant Mono, je veux dire, tu avais un coût d'accès de licence qui fait que toi, tu arrives, tu adores le langage, tu dis putain, c'est génial, mais tu avais quasiment aucune boîte pro, à part les très gros là, du CAC 40, Ah, c'est quand qui prenaient des licences, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est quand c'est coûté cher. Ouais, les licences serveurs pour du 2IS, C Sharp, tu sais, les derniers .NET, machin. Je sais plus comment ça s'appelait, Razor. Je sais plus, Ouais, c'est ça, ça a toujours été langage. rasant. Hein. Et en fait, les entreprises ne voulaient pas acheter de licence, quoi. Donc moi, je me En dis, même putain, temps, à 8000 balles, je crois 8000 balles par mois, un truc comme ça. Ouais, bah ouais. on s'à Bah, c'est ça piquer. Hein. qui m'a dégoûté. Et c'est pour ça que je me suis tourné vers, tu sais, le web un peu plus light. J'avais fait du PHP à l'époque, même si aujourd'hui, entre nous, Ouais, après, moi, c'est surtout le Java. Tu vois, en vrai, j'ai délaissé le C Sharp. Non pas parce que j'aime pas le langage, parce que franchement, le C Sharp, ça a beaucoup évolué. ouais. C'est devenu toujours aussi fun à utiliser, en vrai. C'est ce qui m'a dégoûté, enfin, ce qui m'a dégoûté, ce qui m'a éloigné de .NET, c'est le manque d'outils. C'est un peu abyssal, c'est qu'en gros, en dehors de Visual Studio Code ou de Visual Studio, t'es un peu limité avec Microsoft en termes d'outils. Genre, tu vas pas avoir du C Sharp, par exemple, dans Eclipse. Oui. Donc, c'est un peu chiant. Donc, Ouais, si tu te bosses avec une équipe qui a essentiellement de l'Eclipse ou du NetBeans, après, c'est vrai que la plupart, maintenant, ils ont du VS Code. ouais. Mais au final, moi, c'est ça qui m'a... Enfin, j'arrive pas, par exemple, à coder avec VS Code. Je vais faire juste quelques petits trucs avec VS Code. Mais pour moi, VS Code ne remplacera jamais un IDE. Après, ça n'a pas pour vocation d'être un IDE, mais ils sortent tellement d'extensions, tellement de trucs Mm. pour que tu aies l'impression d'être dans un IDE. Moi, je sens la différence que c'est pas un IDE. Oui, ben, je comprends ce que tu veux dire. Moi, j'ai commencé avec Borland et avec ben, Visual Studio, hein, pas VS Code. Ouais. Donc, effectivement, tu as un changement quand tu reviens là-dessus. Tu dis, ah ouais, ok, tu
faire des trucs, mais je pense que les gens, ils s'en rendent Bah, pas compte parce que beaucoup ont commencé par du full c'est web, un etc. éditeur de texte. C'est un Ouais. éditeur de texte, VS Code. C'est un éditeur de texte avec beaucoup d'outils. Donc moi, je prends VS Code comme à l'époque où j'étais sur Notepad++. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Pour moi, VS Code, c'est l'équivalent moderne de Notepad++. Mm. Et pourtant, Notepad++ est toujours aujourd'hui un très très bon outil. Euh, et ouais, j'ai lâché C# à cause de ça. Manque d'outils. C'est comme le Kotlin. Au final, j'aime pas faire du Kotlin par manque d'outils. Pour faire du Kotlin, s'il faut que je sois Android obligé d'être Studio, hein. sur Ouais. IntelliJ, c'est- enfin, voilà, ça me fait chier. Android Studio, Faire il du est pas mal Java, en tu peux vrai. faire un peu sur tout. Bah, Ouais. Android Studio, c'est IntelliJ. Ah, je savais C'est pas. la version, c'est la version community d'IntelliJ, hein. D'accord. D'accord, d'accord. En vrai, tu prends la version community d'IntelliJ, c'est très exactement Android Studio, c'est juste que Google a rajouté pour le truc Android tous ces outils. Mais en vrai, tu peux prendre IntelliJ Community, tu installes les outils Android, tu as Android Studio. Mm. Les deux, ils sont exactement pareils. En fait, c'est la même base, c'est le même code, c'est tout pareil. Donc ouais, Ok. après, ça aussi, tu vois, c'est un truc, moi, qui est en train de me trotter dans la tête. Parce qu'à l'époque, tu vois, quand je travaillais sur KDE, j'étais sur KDevelop. Tu vois, KDevelop, notre petite IDE, parce que, bon, on codait avec Krita à l'époque. Bon, les plus jeunes, ils connaissent pas Krita. Mm. Mais on était sur Krita pour écrire les projets KDE, etc. Ensuite, on a fait KDevelop. Et KDevelop, on s'est dit, c'est pas mal. Tu vois, ensuite, on a eu QDevelop, qui est sorti de ça. Et donc, créer des IDE, tu vois, c'est quelque chose qui me manque. Et aujourd'hui, je vois que, en fait, on manque cruellement d'IDE. La plupart, si tu prends Cursor, c'est VS Code. C'est Oui. un fork de VS Code avec de l'agentique dedans. Tu prends, je sais pas moi, Atom, c'était pareil. Enfin, après, Atom a donné naissance. Enfin, VS Code est né grâce à Atom. Ouais, je suis Donc, d'accord. Atom, c'était à peu près le même délire, mais sur le monde de l'IDE Mm. n'a pas évolué depuis une vingtaine d'années, on va dire. Mm. Xcode est là depuis la nuit des temps, Visual Studio est là depuis la nuit des temps. Ils se farcissent des librairies et du code legacy, qui fait que pour aujourd'hui les mettre au niveau des performances d'aujourd'hui, bah, c'est long, c'est compliqué, enfin voilà, c'est des trucs chiants. Donc c'est à ce moment-là où il faut que on travaille différemment, tu vois. Et faire un IDE, là, ça commence à me tenter. Ça commence réellement à me Ouais, tenter fort. il y a du taf, mais ouais, tu vois, il y a des approches même qui changent quand tu regardes Kilocode qui, lui, est Ouais, j'ai plus, vu ça. ouais, c'est une série de terminaux, mais en même temps, tu peux naviguer dans tes fichiers, les éditer, machin. Tu as ça, tu vois, où ils changent d'approche, donc il y a encore matière à faire de l'innovation hein, dans l'IDE, je trouve, tu vois. Yes, On se bah recapte, vas-y. merci pour l'épisode et à la semaine Vas-y, prochaine. à la semaine prochaine. Et en espérant, avec un peu moins de news Ouais, IA, on va essayer de décortiquer les IA. Faire plus de projets avec les IA, je pense. Parce ouais, que là, ils sortent trop de trucs. En fait, c'est clair. on l'explique, mais au final, on ne le montre pas trop. Il faudrait qu'on essaye de montrer un peu ce qu'on peut faire avec des IA. Ça peut être C'est clair. intéressant, ça aussi, tu vois. On peut faire un truc atelier, ouais, carrément, on regardera Ouais, ça. on va Yes. essayer de comparer justement les modèles, le résultat que donne chaque modèle. Ça peut être Ah, intéressant, ça. avec plaisir, on fera ça. Eh ben, à Vas-y, bientôt. À bientôt vas-y, à bientôt. et merci. Allez.